Bienvenue chez Famille Électrique. Alors autant vous le dire tout de suite, cette vidéo sera sans doute un peu moins drôle que la dernière vidéo que j'ai produite dans laquelle je finissais dans le coffre de la Tesla Model 3. Évidemment, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de sérieux parce que vous n'êtes pas passé à côté, bien entendu. Explosion des coûts de l'énergie et en particulier d'électricité. Risque de pénurie annoncé donc cet hiver. Donc pour rappel, cette vidéo est tournée donc en septembre 2022. Donc en tant que propriétaire d'une Tesla Model 3 propulsion 2022, est-ce que je dois conserver un véhicule électrique ou pas? Est-ce que je dois larguer la Tesla et repasser sur un véhicule thermique compte tenu de ce qui risque de nous arriver. Donc on va essayer d'y répondre. On va essayer de faire ça en 10 minutes, un quart d'heure maximum ensemble. J'espère le plus rapidement possible pour que ce soit intéressant pour vous puis pas trop long. Bien, commençons par évoquer la situation actuelle en ce qui me concerne. Donc on est toujours avec un contrat EDF, abonnement donc heure pleine, heure creuse, tarif bleu, ce qui nous amène aujourd'hui et depuis le 1er février 2022 à un tarif de 0,147 € du kilowattheure en heure creuse. Notre usage personnel fait que nous nous rechargeons pratiquement exclusivement à domicile et en heure creuse. Aujourd'hui, nous payons 2,60 € pour 100 km avec notre Tesla Model 3 sur la base donc je vous le rappelle puisqu'on a un modèle propulsion 2022 donc d'une batterie de 60 kWh. Et sur la base d'une consommation moyenne que j'ai fixée arbitrairement à 180 Wh par kilomètre. À ce jour, on est plutôt à 146 Wh du kilomètre, mais et ce en 6 mois d'utilisation. Je pense que on n'a pas encore vécu d'hiver avec la voiture, donc cette consommation moyenne risque forcément d'augmenter chez nous. Donc je me suis basé sur 180 Wh du kilomètre pour effectuer mes petits calculs. Donc je vous le répète, donc 2,60 € pour 100 km, c'est le coût en énergie aujourd'hui de notre voiture. Et si je compare ça à un véhicule thermique, que ce soit d'ailleurs un diesel ou un véhicule qui fonctionne au sans-plomb, sur un véhicule un peu de puissance équivalente à ce que pourrait donner, à ce que donne la Tesla Model 3, donc avec une consommation en moyenne de 6 litres au 100. Aujourd'hui, on serait sur un coût d'environ 10,80 € au 100 km pour un véhicule thermique. Donc j'ai pris un prix autour de 1,80 € du litre de carburant. Bon, on est à peu près à ça aujourd'hui, donc à ce jour pour les prix du gasoil. On doit être un petit peu inférieur sur le samplon 95. Là, aujourd'hui, le coût énergétique de la Tesla par rapport à un véhicule thermique, c'est 4 fois moindre. Donc à ce jour, il n'y a pas photo. On est toujours sur des proportions intéressantes et un gain intéressant au niveau financier. Bien sûr, je ne mets pas en cause le fait que les véhicules électriques soient plus chers à l'acquisition. Donc ça, c'est un calcul que chacun doit faire de son côté. Mais la situation est telle que les prix de l'énergie vont continuer à augmenter à l'avenir. Donc pas plus tard qu'hier, le gouvernement a annoncé un peu la feuille de route, à savoir une augmentation en janvier ou février 2023 qui sera limitée à 15%, donc une hausse de 15% quand même du coût de l'électricité, puisque le gouvernement souhaite maintenir un bouclier tarifaire pour éviter de répercuter
l'augmentation du coût réel de l'énergie aux consommateurs. Sans trop rentrer dans le détail technique, et on n'est pas là pour faire une leçon d'économie, mais je pense que c'est important de voir les causes pour bien réfléchir ensemble, les causes de cette augmentation. Donc vous l'avez vu dans les journaux, vous l'avez vu dans la presse, on a eu au mois d'août dernier un record historique qui a été battu, c'est celui du coût de l'électricité sur les marchés à terme et sur les marchés de gros. Donc on a dépassé les 1000 euros du mégawattheure donc cet été, donc au mois d'août. Donc c'est une véritable explosion parce que un an auparavant on était aux alentours de 85 euros du mégawattheure. Donc c'est une explosion du prix de l'électricité. Et cette explosion du prix de l'électricité, elle a plusieurs origines, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. On peut en citer quelques-uns. Pour ce qui concerne la France, et on est sur un marché de l'électricité qui est interconnecté. Donc pour ce qui concerne la France, on a eu à un certain moment 32 réacteurs sur 56. Je lis mes petites notes en même temps parce que voilà, je me souviens pas de tout et j'essaye d'être précis. Donc 32 réacteurs sur 56 qui sont arrêtés. Donc effectivement ça n'aide pas à avoir une quantité d'énergie suffisante, donc ça crée des tensions sur le marché de l'énergie. La rareté, ça fait le prix. Et également un deuxième facteur qui est que aujourd'hui les coûts de l'électricité sont indexés, on va dire ça comme ça, sur le prix du gaz, et en tout cas très très fortement liés. Et le gaz a lui-même subi une très très forte augmentation, notamment en raison de la guerre en Ukraine et de la raréfaction des approvisionnements en gaz à l'échelle européenne. Donc cet été, le prix de gros de l'électricité a explosé et ça a eu des répercussions d'ailleurs immédiates chez les clients des fournisseurs d'électricité alternatifs, dits alternatifs, donc autres qu'EDF, notamment pour ce qui concerne la France. Il y a même des fournisseurs qui ont carrément conseillé ou demandé à leurs clients d'aller voir ailleurs, quoi, et de retourner chez EDF qui lui applique un tarif réglementé de l'électricité. D'ailleurs, à ce titre, dites-moi si vous êtes client de ces fournisseurs alternatifs. Et si oui, comment vous vous êtes débrouillé? Est-ce que vous êtes déjà repassé chez EDF sur un tarif réglementé? Est-ce que ça a été facile d'ailleurs de le faire? Donc le gouvernement a bien prévu de maintenir une forme de bouclier tarifaire pour éviter de prendre à la gorge les consommateurs, et il semblerait qu'il ait arrêté sa décision sur une augmentation, donc en janvier ou février prochain, de 15% du tarif de l'électricité. Moi je me suis basé sur une hypothèse plus pessimiste parce que je me dis que peut-être ces choses-là vont encore s'aggraver, et puis je préfère prévenir. Donc je suis parti sur une hypothèse d'augmentation du tarif de 40%. Et ça me donne donc les nouveaux chiffres que je vous affiche sur l'écran. Donc si nous subissions une augmentation, et encore une fois c'est pas ce qui est prévu par le gouvernement, mais si nous subissions une augmentation de 40% l'année prochaine du coût de l'électricité, on serait donc au tarif heure creuse donc d'EDF à 0,196 € du kilowattheure, et ça nous donnerait du coup un coût de 3,60 € pour 100 km avec la Tesla Model 3. Donc si on compare à un véhicule thermique, on serait toujours 3 fois moins cher qu'un véhicule thermique. En coût énergétique, on serait 3 fois moins cher. Et ça, c'est en prenant l'hypothèse qu'il n'y aura pas d'augmentation du coût du gasoil ou du sans-plomb. Ce qui n'est pas certain non plus. Donc, si l'année prochaine, on est à une augmentation de 40%, ça reste très, très avantageux du point de vue énergétique, du coût énergétique, d'utiliser un véhicule électrique. Maintenant,
compte tenu de la gravité de la situation, rien n'est impossible. Et je me suis même amusé à imaginer le scénario du pire, où on ait une augmentation de 400%, parce qu'en fait, il faudrait une augmentation de 400% pour que finalement, le coût au 100 km d'un véhicule électrique soit équivalent à celui d'un véhicule thermique. On serait environ à 10,60 € au 100, toujours en se disant qu'on est à prix constant au niveau du carburant. Ce qui, à mon avis, n'est pas une hypothèse fiable, parce que je pense que des tensions vont arriver également en termes d'approvisionnement sur le marché pétrolier. Et donc, du coup, je suis pas convaincu que mon hypothèse de 1,80 € au litre soit vraiment fiable dans le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces hypothèses, et notamment de l'hypothèse du pire. Est-ce que pour vous, elle est envisageable ou pas? Bon, maintenant, moi, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a quand même quelques éléments qui nous laisseraient penser que on n'irait pas forcément jusqu'au scénario le plus catastrophique, puisque il y a déjà des mesures qui commencent à arriver ou qui vont arriver. Notamment donc l'Union européenne travaille aujourd'hui, donc ça c'est plutôt du moyen terme, à décorréler le prix du gaz de celui de l'électricité. Donc ça c'est important, parce que vous le savez peut-être, mais c'est le gaz qui intervient dans 20% de la production de l'électricité européenne, et puis notamment parce que le cours du gaz intervient dans la fixation du coût marginal de l'électricité qui est produite par l'ensemble du parc. Je rentre pas dans les détails techniques. Autre élément qui tendrait à prouver qu'on va pas aller vers le scénario du pire, toujours au niveau de l'Union européenne, celle-ci travaille donc à un plan d'urgence qui viendrait en fait plafonner les marges des producteurs d'électricité qui auraient des coûts de production qui seraient nettement inférieurs au cours de l'électricité, de façon du coup à pouvoir récupérer ces marges indues entre guillemets et de les redistribuer donc aux consommateurs via les États membres. On n'a pas encore les détails de comment ça fonctionnerait, mais c'est une piste. Et puis autre facteur important, c'est que les réacteurs, notamment du parc français, vont rouvrir. On en a déjà rouvert quelques-uns depuis quelques semaines. On n'est plus à 32 réacteurs fermés. On doit être maintenant à 28 ou 29 réacteurs. Donc il y en a quelques-uns qui ont réouvert. Et le gouvernement, encore faut-il les croire, s'est engagé à ce que le parc soit réouvert avant la fin de l'année. Donc, normalement en tout cas, si on tient ces objectifs-là, on n'ira pas vers ce scénario du pire, et donc la production sera là, et du coup on sera moins lié à acquérir de l'électricité ailleurs, ou en tout cas de l'énergie ailleurs, et donc du coup on achètera moins d'énergie sur les marchés de gros, et ça aurait tendance du coup à avoir une influence plutôt à contenir en tout cas les augmentations du prix de l'énergie. Mais par ailleurs, il n'y a pas que le coût de l'énergie, le prix auquel on paye notre électricité, qui doivent intervenir dans notre choix du type de véhicule et de nos modalités de déplacement. Bien évidemment, outre le prix, il y a aussi la disponibilité de l'énergie qu'on va utiliser pour se déplacer. Et sur ce point-là, ce que je viens de dire est également intéressant. Oui, aujourd'hui, on a beaucoup de réacteurs qui sont fermés. D'ici à la fin de l'année, donc comme je vous le disais, ces réacteurs devraient être réouverts. Donc théoriquement, la production d'énergie
en tout cas en France, sera revenu à un niveau normal. Donc, à en croire d'ailleurs certains experts que j'entendais sur les ondes hier, avant-hier, etc., on ne devrait pas subir les coupures qui nous sont annoncées. Donc à la question, va-t-on pouvoir recharger nos voitures électriques cet hiver? Moi j'aurais tendance à répondre oui, sans trop de difficultés, et quand bien même il y aurait des coupures de courant, je pense qu'elles interviendraient au moment où la demande d'énergie est la plus importante, c'est-à-dire plutôt en journée, alors que pour beaucoup de gens en fait, la recharge à domicile se pratique à la maison en heure creuse la nuit, donc pour être prêt le lendemain. Donc je pense que de toute façon l'impact sera de toute façon limité et on ne devrait pas avoir de problème de recharge. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ça, si vous êtes d'accord avec moi. Et puis il y a quand même quelque chose que je voulais rajouter, c'est que s'il y a des coupures d'électricité, s'il y a des coupures de courant, vous savez que les pompes elles fonctionnent avec de l'électricité, hein. La station-service Total, pour pas la citer, du coin, ou les stations-service, elles ont besoin d'électricité aussi pour fonctionner. Donc tout le monde pourrait être impacté. Parce que moi j'ai dans l'entourage, quelques personnes qui commencent à être un peu goguenards. Alors, t'es passé à l'électrique, t'es pas sûr de pouvoir rouler cet hiver. Moi je pense qu'il faut être mesuré par rapport à ça, et je ne crois pas qu'on aura de gros problèmes de recharge cet hiver et même par la suite. Donc si on fait le bilan de tout ce que je viens de dire, je suis pas du tout prêt à larguer la Tesla Model 3 pour repasser à un véhicule thermique, parce que je crois que financièrement parlant, ça restera plus intéressant d'être sur de l'électrique encore pendant un bon moment. Et deux, je ne pense pas que nous serons impactés par des pénuries d'électricité et qu'on ne pourra pas recharger les voitures. Maintenant, je dis ça parce que moi, dans ma situation, je recharge à domicile. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément accès à une borne chez eux et doivent se recharger sur le réseau public ou en superchargeur, et donc c'est une contrainte supplémentaire, contrainte en termes de disponibilité, parce que là peut-être que l'impact, vu qu'on ne sera pas sur le domicile des gens, vu qu'on ne sera pas sur les zones d'habitation potentiellement, peut-être que les coupures seront peut-être possibles à ces endroits-là. Et deuxièmement, là, les augmentations tarifaires, elles seront beaucoup plus importantes puisque le bouclier tarifaire ne s'appliquera pas. Tesla Supercharger vont pas appliquer de bouclier tarifaire, par exemple. Et eux, ils achètent leur électricité, donc tous ces fournisseurs, que ce soit Tesla, Unity ou autres, sur le marché de gros. Donc là, l'impact risque d'être plus important. D'ailleurs, j'avais discuté il y a peu de temps avec un responsable du réseau local EcoCharge dans le département Seine-et-Marne, et il était déjà prévu avant la crise, avant les augmentations et les fluctuations des cours de l'électricité de cet été, ils avaient déjà prévu une hausse importante, je crois au mois de janvier prochain, et donc fini les recharges à 2 € sur les bornes publiques locales par exemple. Donc il y aura un impact plus important chez ceux qui ne peuvent pas se recharger à domicile, ça j'en suis bien conscient. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand bien même on arriverait à des niveaux comparables de coûts entre le prix de revient de la consommation électrique et de la consommation de carburant pour un véhicule thermique, je préférerais toujours rester sur un véhicule électrique, parce qu'il y a plein d'aspects qui maintenant font partie de nous, entre guillemets, de la façon dont on voyage en voiture. Un véhicule qui ne fait pas de bruit, où c'est très calme à l'intérieur, on a une conduite apaisée,
avec un couple qui est très très fort et disponible immédiatement, et puis aussi en ce qui me concerne la possibilité de recharger à la maison sans être obligé d'aller faire la queue à la station. Alors on en arrive à la conclusion. Donc déjà il faut se dire une chose, c'est que tout ça est très très mouvant. La situation n'est pas figée. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes liées donc à l'environnement économique, géostratégique et politique que l'on connaît actuellement. Donc tout ce que je viens de dire là, il faudra le réinterroger tout le temps. À partir de maintenant, ça c'est une première chose. Et puis dans cette conclusion, je voulais aussi aborder le fait que demain, les véhicules électriques seront peut-être aussi une partie de la solution au problème de pénurie qui pourrait intervenir plus tard, parce que vous avez sans doute entendu parler de systèmes comme le V2G, Vehicle to Grid, pour être anglophone, qui va permettre ce système à nos véhicules de venir alimenter le réseau électrique général en restituant l'énergie contenue dans les batteries. Alors je sais pas encore quelles seront les modalités, parce que il y a des problèmes de facturation, comment on refacture l'électricité donc que vous réinjectez dans le réseau. Donc tout ça viendra. Voilà, donc en ce qui me concerne en tout cas, c'est pas parce que j'ai donné plein de raisons d'être un peu positif sur l'avenir, en tout cas à court terme, que je vais m'exonérer des efforts qui, je pense, quand même sont nécessaires en termes de consommation d'énergie. On va essayer de faire des efforts à la maison, bien entendu, pour ne pas surconsommer d'électricité. Donc ça passe par bien isoler sa maison, peut-être bien régler son chauffage, mais je ne largue pas la Tesla Model 3, ça c'est sûr. Voilà, donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous allez changer vos habitudes en termes de consommation d'énergie. Voilà, m'en veuillez pas, c'est des sujets qui sont pas si simples que cela à aborder. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la récompenser entre guillemets d'un petit pouce bleu et puis à vous abonner. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos à apparaître. À bientôt sur Famille Électrique. Ciao.